Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Nous sommes donc le 17 octobre 2025 et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Berreux qui est le CTO, cofondateur de Gemini IA. Gemini AI, l'IA des avocats, des professions juridiques. Et donc ça fait très longtemps qu'on voulait faire un épisode avec Gemini, peut-être le Harvey à la française. Alors Stéphane nous expliquera si c'est le cas ou pas, ou si c'est mieux. Donc voilà, donc on sait dans tous les cas que les professions du droit sont des professions qui sont complètement transformées par l'IA. Évidemment, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de textes. Les LLM sont redoutables par rapport à ça. Stéphane va nous expliquer aujourd'hui, à nous dire quelle est la réalité de ce marché, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les avocats peuvent se passer de l'IA générative aujourd'hui, comment ils l'utilisent surtout avec leur plateforme Gemini. Il y a plusieurs solutions hein, dans Gemini, donc ça va être passionnant. Je suis trop content de pouvoir faire cet épisode. Merci beaucoup Stéphane. Eh bien, avec plaisir Nicolas, et moi je suis ravi de pouvoir vous partager alors mes humbles lumières, hein. Ce n'est jamais que mon avis, mais avec grand plaisir pour vous en dire un peu plus sur l'IA générative et le droit. Merci Stéphane. Alors, notre question donc encore une fois, merci à tous nos auditeurs, à nos spectateurs aussi, parce que maintenant on se déporte sur YouTube de plus en plus. Abonnez-vous à la chaîne sur YouTube, ça nous aide énormément. On passe des podcasts audio aux podcasts vidéo, c'est la tendance. Donc retrouvez-nous en vidéo sur YouTube avec Stéphane. Mais Stéphane, avant tout, comment est-ce que toi tu es arrivé dans l'IA générative? Donc tu es CTO, donc tu as un profil un petit peu tech. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours là-dessus? Et bien avec grand plaisir. Alors en fait, moi j'ai commencé dans un monde totalement différent parce que à la base j'ai commencé par étudier la biologie en vue d'être paléontologue. Et durant mes études, j'ai Ça mène à tout. Exactement. Et en fait, durant mes études, j'ai découvert l'intelligence artificielle. C'était en prépa, on avait un projet informatique où j'ai codé mon premier réseau de neurones. Et ensuite, j'ai intégré l'école polytechnique où, du coup, je me suis vraiment ouvert à l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance d'avoir un parcours avec des cours passionnants sur le domaine. Et j'ai avancé donc sur la croisée entre la biologie et l'intelligence artificielle. Et en fait, après l'école, j'ai commencé une thèse sur l'intelligence artificielle appliquée au microbiote intestinal. Donc, pas Hmm. grand-chose à voir. Sujet passionnant, mais malheureusement, il me manquait des données pour réaliser ma thèse. Et du coup, je l'ai interrompu et j'ai rejoint Entrepreneur First, qui est un incubateur de start-up. L'idée, c'est de se faire rencontrer des profils techniques et des profils business et de combiner nos avantages respectifs, nos spécialités et d'avancer là-dessus. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de ce programme que j'ai rencontré Raphaël Laroche, qui est devenu ensuite mon cofondateur. On a itéré sur un certain nombre d'idées. Et en fait, Raphaël avait monté par le passé une legal tech qui s'appelle monpostulant.fr, qui rassemble 7% des avocats de France, et donc il connaissait pas mal les problématiques liées à ce domaine-là. L'intelligence artificielle, moi j'en ai fait du coup pour le coup pas mal, et notamment des modèles textuels. Et en fait, c'était en janvier 2023, et ça a correspondu avec l'avènement de ChatGPT et globalement l'essor qu'on connaît actuel des LLM. Et en fait, ça nous a paru un peu comme une évidence. Ils connaissaient bien les problèmes des avocats et des juristes, et ça nous a paru, voilà. À ce moment-là, Magnifique. on s'est lancé. Super, merci beaucoup Stéphane. Donc on salue Raphaël. D'accord, et je comprends très bien la rencontre. Alors c'est super intéressant. Donc il y a une question de timing aussi donc dans Gemini évidemment. Parce que c'est sûr que sans l'IA démocratique, sans ChatGPT, c'était pas la même histoire. Et même ensuite, c'est ce qu'on a dit aussi beaucoup sur Harvey, dont on parlera pendant l'épisode. Ouais. Harvey, donc un peu une solution leader aux États-Unis, en tout cas sur le légal et l'IA. On disait qu'avec Harvey, Harvey en fait, ça fonctionnait pas très bien avec GPT 3.5 ou les modèles précédents, mais qu'à partir de GPT 4, donc ce qui veut dire février-mars 2023, là c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Oui. Alors extraordinaire, je sais pas si Tu me j'ai. diras. Et j'ai jamais essayé le produit, c'est vrai. Donc, Je ne sais pas si j'ai chose ça. Non, non, mais effectivement, en fait, la capacité de ce genre de solution est relativement indexée sur la capacité du modèle sous-jacent. Et donc, les gains de performance des modèles permettent de résoudre des cas d'usage de manière de plus en plus efficace, de plus en plus fiable et des cas d'usage de plus en plus complexes. Euh, donc, en fait, il y a plusieurs axes de progrès. Il y a la quantité de texte que le modèle peut ingérer, donc en fait la complexité du problème qu'on peut lui soumettre, et ses capacités de raisonnement qui s'améliorent, et donc il est capable de faire des tâches de plus en plus complexes.
Et, euh, et donc on va vers et voilà. Et donc ces modèles, c'est une des briques, c'est un des éléments constitutifs de la solution. C'est pas le seul, mais effectivement, dès qu'il y a des nouvelles générations de modèles qui arrivent, bah, c'est une brique qu'on remplace, qu'on met à jour et qui permet de rester toujours à la pointe de ce qui se fait, tout en améliorant évidemment le reste du véhicule pour avoir bah, la solution la plus efficace possible. Bien sûr. Stéphane, donc toi, tu étais dans la biologie, tu nous disais précédemment, sur l'IA. Donc toi, tu es quand même t'es dans l'IA depuis un moment, tu es un passionné de l'IA. Euh, qu'est- comment est-ce que comment est-ce que t'as vécu les 2 années qui viennent de se passer? Excuse-moi, je reviens juste en arrière sur ma question. On peut dire quasiment maintenant les 3 années, hein, parce qu'on Ouais. arrive quasiment à l'anniversaire de ChatGPT, 30 novembre 2022. Euh, et on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Non, mais non, non, je trouve qu'il y a eu un énorme shift dans ce qui se faisait avant et ce qui se faisait après, au sens où avant, en tout cas de mon histoire personnelle, je bidouillais beaucoup les modèles. Donc je jouais sur l'architecture du modèle, sur donc c'est la manière dont il est constitué, sur la taille des poids, sur la taille des couches, etc. Sur tout un tas de paramètres, je bidouillais le modèle. Et à partir en fait de ces LLM, donc qui sont des modèles beaucoup trop gros pour être entraînés par un particulier, en fait, on a changé d'échelle. Le modèle, c'est devenu une brique unitaire à laquelle on touche finalement que très peu. Et en revanche, on va construire tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'on va travailler, c'est non plus le modèle en lui-même, mais c'est la manière dont on fournit les données au modèle, c'est la manière dont on demande au modèle de répondre et on contraint la sortie du modèle. On veut qu'il réponde, par exemple, suivant un formalisme très précis, ce qui fait que ce qui nous renvoie en sortie, on peut le réutiliser. Par exemple, si on lui demande, je ne sais pas, l'âge d'une personne, on peut le forcer, ou le salaire d'une personne, on peut le forcer à répondre un chiffre, et comme ça, ce chiffre, on peut directement s'en servir pour faire des calculs dessus, parce qu'on a la garantie que c'est bien un chiffre et que c'est pas du texte, Hmm. etc., etc. Donc c'est un petit peu tout ce... Ouais. Le modèle est d'une brique de base. En fait, ça s'est solidifié, ça s'est figé, et on a arrêté pour l'immense majorité des gens de modifier l'intérieur du modèle, et plus pour le prendre comme un acquis et travailler sur le reste. Oui, d'accord. Donc, et ce modèle, ces tokens, en fait, c'est oui, donc notre intelligence un petit peu accessible en flux, de manière abondante, hein, mais avec un coût. Et derrière, ce que tu nous dis, c'est qu'en effet, ben, on va rajouter, on va fine-tuner le modèle, on va faire du context engineering. Alors là, on va Ouais. au point un peu le plus technique, hein, sur lequel on ira sur le podcast, je t'ai averti, Avec grand mais plaisir. pour avoir les données qu'on veut. Ouais. Stéphane, petite question traditionnelle, et après on arrive direct dans le droit et dans Jiminy. Ton outil d'IA préféré, celui que tu utilises le plus dans ton quotidien, et est-ce que tu as un usage secret à nous révéler? Et bah, j'ai pas d'usage très exotique. Moi, je me sers beaucoup de Cursor. Euh, Cursor, très ouais, bien. Cursor, donc Cursor, c'est un outil de code. Que j'adore aussi, on en parle ici souvent. Ouais, tout à Bah, fait. c'est un outil de code qui fonctionne très bien. Là, j'expérimente aussi. Bah, Un IDE, donc un environnement de développement intégré, donc sur notre ordinateur, application desktop et exact- outil de code. D'accord. Exactement, et qui permet d'éditer du code d'éditer du code large scale, de faire des modifications, de lui donner des consignes. Donc, c'est une interface pour interagir avec un modèle qui est relativement bien faite et qui permet du coup de fournir du contexte au modèle, donc sur bah, nos règles de code, la manière dont on souhaite que notre code soit organisé, la manière dont on souhaite que les tests soient programmés, etc., etc. Puis fournir tout un tas d'instructions et interagir du coup directement avec notre code base de manière relativement efficace, d'une part, et d'autre part, ils ont un modèle, ce qu'on appelle de tab completion, et ça permet donc en utilisant la touche tabulation de faire le modèle nous suggère des modifications de code. Par exemple, quand on va changer le nom d'une variable, il va nous proposer tous les endroits où cette variable est appelée, d'aller le corriger. Et c'est particulièrement, bon, c'est un petit détail, mais c'est particulièrement une UX particulièrement bien pensée, c'est extrêmement fluide et ça fait gagner beaucoup beaucoup de temps. Et il y a un côté en plus très satisfaisant à tout ça. Donc alors maintenant ça s'est pas mal démocratisé et je crois que GitHub Copilot le propose également, mais c'était un petit peu novateur au moment où ils l'ont sorti et, euh, et c'était un vrai gain de temps. Quelle fonctionnalité était novatrice, excuse-moi, Leur modèle le de tab? compression par tabulation, enfin la modification par tabulation à travers les fichiers, au lieu que ce soit juste local, c'était sur l'ensemble de la code base. Et ça propose Excellent. des choses. Voilà. Non, mais je te confirme, et même moi, sans être développeur, sans coder, tu vois, je me sers de Cursor avec l'interface chat. Ça,
Je fais un petit raccourci, commande L sur mon clavier, ça m'ouvre le chat et à partir de là, j'arrive à lui parler en langage naturel et à lui faire faire à peu près ce que je veux. Donc c'est Exactement. Ouais. je pense Non, c'est que ça peut faire peur aux non-initiés, aux non-codeurs, mais il faut pas hésiter parce qu'au final, c'est quand même, remarquable. Tu utilises quel modèle, via Cursor? Hem, alors là, j'utilise, j'ai, Claude et donc Claude Sonnet et les modèles de OpenAI. Je D'accord, Ouais, en fonction OK. des crédits que j'ai. Hem et excuse-moi, peut dernière question parce que c'est l'abonnement de Cursor, tu as une idée ou pas? Ça se passe comment la tarification? Parce que, tu vas payer les tokens, des modèles que tu utilises et Cursor ou je suis pas au clair là-dessus en fait, Et bah, j'utilise moi j'ai, l'abonnement pro, et qui est, je sais plus, ça va être 18 par mois, quelque chose comme ça. D'accord, Heu, d'accord. Mmh. voilà, heu, ouais, Et derrière tu branches dessus, les modèles. tes modèles Mais avec tes modèles l'abonnement pro, tu as déjà accès avec l'abonnement pro, tu as déjà accès à des modèles. Il se trouve que tu as par déjà ailleurs accès à des modèles. C'est ça, je me disais: «Tiens, oui, non, ça fonctionne sans même que tu aies besoin de mettre de mettre ta le TAPI ta de ouais, clé personnelle». non, D'accord. non, ouais, Donc oui, oui, d'accord. Donc il y a des tokens des modèles qui sont compris dans l'abonnement Pro non, Cursor. ouais. Magnifique. OK. Et tu as, je sais plus, une certaine quantité de tu as différents modes en fait, tu as le mode reasoning, enfin tu as des modes plus ou moins, coûteux en token et donc tu as des quotas qui sont plus ou moins élevés, en fonction de ton niveau d'abonnement. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Stéphane. Donc Cursor à essayer, les amis, mais vous verrez que ça peut vous amener très, 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 très loin. Bon maintenant j'aimerais Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, Jiminy? Donc, et je crois que vous avez, en plus une philosophie, un petit peu sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais avec plaisir. Donc, Gemini, on s'est lancé du coup en janvier 2023 et l'idée c'est qu'on développe un copilote de productivité pour les professionnels du droit. Copilote de productivité, ce que ça veut dire, excusez-moi, c'est qu'on automatise les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, il y a 3 types de tâches. Il y a la recherche juridique, l'analyse documentaire, donc ça va être les tâches d'extraction d'informations dans des bases documentaires, Mmh. et la Ouais. rédaction en se basant sur des précédents. Par exemple, drafter des contrats en se basant sur un précédent ou ce genre de tâches. Attends, Euh, redis-moi Stéphane. alors, oui, Recherche juridique, excuse-moi, oui ouais. d'accord. Recherche Mmh. juridique, analyse de documents, donc ça va être par exemple l'extraction d'informations dans des bases documentaires, Bien sûr, pour OK. aller vite, et la rédaction, l'aide à la rédaction, et en se basant sur les précédents, un petit peu comme un Mmh. curseur du droit, si je devais C'est faire un très parallèle. bien, c'est très bien. Donc merci beaucoup. Tu sais, donc moi je fais des formations sur l'IA et en tout cas j'ai un prisme que j'utilise et que je rappelle à nos auditeurs et je suis très content parce que je le retrouve un petit peu dans ce que tu m'as décrit. Moi je dis qu'avec l'IA générative, on fait toujours 3 choses grosso modo. On génère des contenus, on recherche des informations et on analyse des informations. Alors je suis pas dans le bon ordre par rapport à ce que tu viens de me dire, mais en vrai ça coïncide. C'est Voilà. exactement Mmh. ça, c'est exactement ça. Non, non, Parfait. complètement, hem, complètement, et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de se positionner sur les tâches à faible valeur ajoutée, donc pas Mmh. de venir, remplacer, l'utilisateur, mais de le soulager de la partie pénible, heu et en fait mieux automatisable, de son travail. Et bah, pour donner quelques exemples, ça va être par exemple, les rapports d'audit. Quand on doit analyser, par exemple, quand on fait un audit RSE, on doit analyser des milliers, de contrats de travail quand c'est pour une grosse entreprise, des milliers de contrats de travail pour regarder, bah, par exemple, les différences salariales entre les hommes et les femmes. Bah, du coup, il faut aller dans tous les contrats, chercher trouver le salaire de chacun, et ensuite, pouvoir les analyser. Bah, ça, on peut l'automatiser et le faire en 5 minutes beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement que ce qu'auraient pu faire, bah, en fait, des utilisateurs humains qui sinon ils passent des semaines, à ne pas dormir et à travailler jour et nuit là-dessus. Alors, très clair, mais donc et pour bien comprendre, donc Jiminy, Ouais, c'est l'IA des professions du droit, donc c'est pas que pour les avocats, c'est aussi pour les juristes dans les entreprises? exactement, exactement. D'accord. Donc pour tous ceux qui travaillent sur, du droit et des contrats? OK, d'accord, très bien. Alors pas que des contrats, mais sur du droit. Alors du coup, il Sur y a du les droit. contrats, mais après il y a aussi, bah, tout ce qui est, va être le contentieux, donc ouais, tout ce qui va être et cetera. D'accord, très bien. Heu
Donc, j'ai entendu ce que tu disais aussi, c'est tu veux pas remplacer en tout cas ces métiers, les personnes qui les occupent, les avocats donc ou les juristes, mais tu veux t'occuper des tâches pénibles. Et ton exemple était très bon hein, sur des milliers de contrats. On sait que l'IA là-dessus, ben, en fait, on se rend compte que de temps en temps, on faisait depuis des années des trucs qui étaient quasiment inhumains, et c'est beaucoup plus efficace avec l'IA, comme tu viens de nous le dire, en 5 minutes de traiter tout ça, quoi. Ouais, en fait, c'est plus efficace et c'est même mieux parce que par exemple, quand c'est juste impossible, infaisable humainement, et ben en fait, on échantillonnait. Donc en fait, on prenait, je sais pas, 60 contrats au hasard et on faisait l'étude sur ce sous-ensemble de 60 contrats en se disant, bah, c'est représentatif de l'ensemble. Là, Ouais. on laisse rien passer. Et ouais, Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur un cabinet d'avocats, vous avez des cabinets d'avocats avec lesquels vous travaillez? Donc j'ai vu des cabinets très prestigieux, même, Gide, je crois, hein, c'est ça? exactement. Là, on vient OK. de déployer sur l'intégralité du cabinet Gide. Félicitations, félicitations, c'est un cabinet, quand même très connu, qui a une sacrée notoriété. Aussi des cabinets peut-être un peu plus petits, En fait, ça a été notre philosophie de construction d'outils. D'accord. Parce que, bah, comme vous l'avez peut-être remarqué, mais ni Raphaël ni moi ne sommes ni avocats ni juristes. Même si Raphaël connaît bien les problématiques liées au domaine. Et donc, en fait, on s'est entouré de partenaires pour co-construire ce produit, avec des partenaires dont le cabinet Gide qui nous a accompagnés. Euh, et en fait, on a choisi des cabinets de taille très différentes, entre des très grands Mmh. cabinets ou des tout petits cabinets et sur des verticales différentes, sur des spécialités différentes. Et pareil pour les directions juridiques, également plusieurs directions juridiques. L'idée était en fait d'avoir une espèce de... alors en machine learning, on appellerait ça du grid search, en fait de voir un petit peu un panorama des différents besoins que peuvent rencontrer ces utilisateurs-là, de trouver les dénominateurs communs, de comprendre les différentes problématiques auxquelles vous pouvez être exposé et de développer un outil qui s'adresse à la fois à des avocats de très grands cabinets comme Gide, comme à des avocats de cabinets unipersonnels. Euh, Mmh. et à des juristes d'entreprise de direction juridique de taille et de spécialité variées. Et donc, c'est D'accord. grâce en fait, à cette co-construction qu'on est parvenu à Jiminy. Et ouais, Donc des métiers, donc des cabinets de taille différente, des métiers différents dans le droit, heu, mais tu as une idée aujourd'hui de combien de temps on peut gagner, un avocat ou une profession du droit peut gagner, grâce à votre outil? eh bien oui, là dans les études qu'on a faites du coup avec des cabinets OK, partenaires, on mesure ouais. des gains qui vont de l'ordre de 20 à 22 heures par dossier. Euh, et une accélération de la rédaction qui est plus que doublée. Euh, et donc en fait ouais, des gains d'efficacité qui sont extrêmement conséquents. Et Euh, 20 à 22 heures par dossier, un dossier en moyenne, ça prend combien de temps, tu sais ou pas? ça Mmh. dépend des dossiers. C'est D'accord, ouais, ça peut prendre plusieurs jours. d'accord. Mais donc, oui, donc ça c'est peut-être de l'ordre de 20 ou 30 de productivité quoi, Ouais, ouais, imaginez ça, d'accord. ouais. Et Heu, ouais. Et du coup, en fait, les avocats sont facturés à l'heure et les Bien juristes de sûr, direction juridique sont pas payés à l'heure, mais en revanche ont des contraintes horaires très strictes parce que une énorme charge de travail. Et donc, en fait, la problématique principale à laquelle on répond, c'est ce manque de temps. Et parce que du coup, en ouais. fait, ça se transforme ensuite en travail la nuit, en heures non facturables, en beaucoup de choses pour Mmh. éviter cette charge de travail qui, en plus, n'est pas la partie sur laquelle ces personnes-là ont la vraie valeur ajoutée, Bien parce que ça va sûr. être sur le conseil client, sur la relation client, sur etc., sur la stratégie, enfin sur beaucoup de tâches, pour le coup, à haute valeur ajoutée, sur lesquelles ils peuvent se concentrer mieux et allouer plus de temps. Alors, je mets les pieds dans le plat un peu volontairement, Ouais. mais donc justement, est-ce que donc les clients derrière vont pas dire, aux avocats, bon, bah, vous servez de l'IA, ça vous prend moins de temps, donc je veux payer moins cher, tu vois? Ça, est-ce que on va pas voir ça arriver? Mmh. C'est probablement quelque chose, c'est des questions de toute manière qui vont être amenées sur la table. En fait, Ouais. la réalité, c'est qu'actuellement, beaucoup d'heures n'étaient pas facturées parce que Mmh. ça rentrait pas dans les plannings. Donc en fait, c'est énormément d'heures non facturables. C'est ce qu'on appelle les non-billable hours. Et en fait, le travail typiquement d'analyser, de relire des contrats, de relire ces milliers de contrats quand on fait un rapport d'audit, des choses comme ça, en fait, ça rentrait pas du tout dans les heures de travail. Donc il y a Ouais, une ouais. grande de ce temps-là qui de facto n'était pas facturé et simplement va être fait
va être bien fait dans les sûr. temps, quoi. Oui, oui, je comprends. Parce que, en fait, je pense qu'on est en train de se poser la question. On commence à en entendre parler de plus en plus. J'en parlais juste avant, mais donc il y a Deloitte, donc cabinet d'audit, et aussi cabinet de conseil dans la tech, qui s'est fait épingler par le gouvernement australien parce qu'ils ont rendu un rapport qui a été donc, dans lequel il y avait en tout cas une grosse partie qui était générée avec l'IA et qui d'ailleurs n'avait pas été vérifiée et avec plein d'erreurs. Et derrière, ils ont dû rembourser 440 000 dollars donc, aux clients. On imagine que c'était quand même une belle mission, mais derrière, ça a fait poser, ça pose beaucoup de questions. L'utilisation d'une IA comme ça pour produire en masse quelque chose qui rapidement, quelque chose qui est pas de qualité, et le client en face, ben, là en l'occurrence, il n'est pas satisfait, quoi. Ouais. Ouais. Alors nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc c'est, l'avocat qui est responsable du rendu qu'il va faire au client. Nous, on assiste l'avocat, mais on n'a aucunement vocation, à le remplacer ni à être, utilisé pour, rendre directement un travail au client. Hem, D'autre part, en fait, il y a quand même une grosse différence entre ce rapport de Deloitte et le genre de tâches sur lesquelles l'avocat, va utiliser Gemini. Par exemple, pour ce qui est de l'aide à la rédaction, en fait, actuellement, la manière dont un avocat va travailler, c'est que quand il rédige un contrat, il va repartir d'un contrat précédent qu'il avait rédigé, d'un draft et qu'ensuite il va venir adapter. Et en fait, ce travail d'adaptation, hem, là, c'est pas l'IA qui produit vraiment la valeur. L'IA va Mmh. gagner du temps, mais Ouais, elle utilise, le travail qu'avait fait l'avocat précédemment pour l'adapter au nouveau cas et donc en fait, la valeur ajoutée de l'avocat, reste la même, d'une part et d'autre part, je pense que tu mets le doigt sur un point qui est très important, qui est la vérification. mmh, Nous, chez Gemini, on a un petit peu un motto qui est, à défaut d'avoir une IA fiable, on veut avoir une IA vérifiable et on le ouais, sait, les LLM ont des problèmes d'hallucination. Hem, la manière dont répondent les LLM ont tendance à être très assertives, même quand, la réponse peut être erronée. Et donc on a, nous, une responsabilité, mais surtout l'avocat d'être correct, vis-à-vis de ses clients et nous, de faciliter, autant que possible la vérification, des informations par le client. Donc en fait, on a mis par exemple un vrai effort, de R&D sur, la fiabilité, et la vérifiabilité des sources et alors maintenant, c'est quelque chose qui s'est pas mal répandu, mais on était, pour le coup assez pionniers là-dessus, sur le fait que quand le modèle renvoie un résultat, chaque point de sa réponse est vérifiable. Donc il y a une source cliquable sur laquelle on peut cliquer, ça va ouvrir le document, aller à la bonne page et surligner le paragraphe en question d'où vient l'information. Ce qui fait qu'en quelques clics, l'avocat est d'une part encouragé et peut le faire facilement et sans friction à vérifier la factualité de la réponse envoyée. Et mmh, bien voilà. Et sûr. donc ça, c'est un jeu hyper important. Euh, voilà. Non, alors ça, c'est hyper important. Pour faire ça, vous passez par c'est du RAG, en fait, qui vous permet de retrouver l'information comme ça? Exactement, exactement. D'accord. Mmh. L'idée de Jimny, c'est que, en tout cas sur une partie des tâches d'analyse, ça va être du RAG. Donc RAG, c'est un terme assez générique pour, je sais pas s'il faut besoin de le rappeler, mais Si tu peux le réexpliquer ou le présenter rapidement, c'est avec grand super plaisir. pour nos auditeurs, bien sûr. C'est l'acronyme de Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est que donc on a un modèle. Le modèle, on lui pose une question et il renvoie une réponse. Et là, quand l'utilisateur va poser sa question, il va y avoir une étape intermédiaire. On va aller récupérer dans la base de données du client les extraits pertinents qui permettent de répondre à cette question-là. Donc, ça qui permet de faire de l'injection de connaissances. Et le modèle, ensuite, on va lui fournir la question de l'utilisateur et lui dire, bah, voilà les éléments qui permettent de répondre à la question. Réponds en te basant sur ces éléments-là. Et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet d'ancrer la réponse du modèle dans une donnée qui est vérifiable, parce qu'ensuite, c'est ça qui permet de sourcer la réponse du modèle, de dire Bien voilà, sûr. tel élément vient de tel paragraphe, tel élément de tel paragraphe. Ça permet d'injecter de la connaissance au moment de l'inférence, donc au moment de l'utilisation du modèle, parce que les modèles, en fait, ils sont entraînés, puis ensuite, ils sont figés, par exemple, là, je sais pas, juin 2024, pour certains modèles de GPT. Euh, et donc ça permet d'ajouter de l'information qui est à jour Ouais, à coût zéro et de l'information qui est fiable parce que c'est de l'information qui est sourcée, c'est pas sur tout et n'importe quoi, c'est la donnée du client. Et alors, quand je dis que c'est un petit peu générique, c'est que là, ce que je mets sous le tapis, c'est la récupération de ces extraits pertinents. Comment on fait? Et c'est là qu'en fait, il y a un gros travail d'ingénierie et ouais. de recherche.
parce que c'est un Ouais. problème qui est encore ouvert. On n'a pas de solution, personne n'a de solution magique. Et donc là, l'idée, c'est il y a beaucoup de travail dessus. Il y a plein de stratégies possibles pour récupérer les informations pertinentes. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle des embeddings. Donc, c'est une représentation vectorielle du sens de chaque paragraphe. On va comparer le vecteur correspondant à la question au vecteur de chacun des paragraphes pour prendre les plus proches. Il y a des approches qui sont sémantiques. Donc, ça, c'est une approche dite sémantique. Des approches qui vont être plus lexicales, comme on peut avoir Mmh. l'habitude des modèles comme Google, plus Ouais. anciens avec des mots-clés. On va comparer les Ouais. mots-clés de la réponse des différents paragraphes, faire plusieurs étapes de récupération, utiliser des graphes. Donc, par exemple, si un article de loi est cité par une jurisprudence, eh ben, on va exploiter ces graphes de citation, etc. Mmh. etc. Je pourrais Bien en parler. sûr, d'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Mais donc tu réponds un petit peu à la question que j'allais te poser après, en fait, hein, Ah mais je ben, pense qu'il y a d'autres réponses. C'est en fait, bah, on sait que et tu le sais très bien que ChatGPT, Claude, Gemini, pas Gemini, progressent énormément en performance. Ils ont des moyens qui sont colossaux. On parle de dizaines de milliards de dollars. Et en fait, ma question, c'était en quoi Gemini est meilleur que ChatGPT? En quoi il est meilleur que Claude? Est-ce que Claude, si je l'utilise bien, Claude 4.5 Sonnet, tu vois, est-ce qu'il peut pas se comporter aussi bien, enfin m'apporter autant de valeur que ce que va m'apporter Gemini? Ça peut déjà être un assistant pour un particulier ou même pour un avocat, un modèle comme ChatGPT ou comme Claude. Alors, oui et non. Le non étant, il y a une question de souveraineté. C'est des modèles qui ne sont pas souverains et Ouais, les avocats et les juristes en ok. entreprise traitent de la donnée Mhm. qui est à extrêmement haute valeur ajoutée à plusieurs égards. Il y a une première barrière qui est le fait que c'est la donnée de leurs clients et donc ils ne sont pas libres de faire ce T'as qu'ils veulent avec raison. leurs clients et de le mettre sur des serveurs américains. Là où nous, par exemple, c'est une solution qui est souveraine, qui est hébergée chez Scaleway avec le provider français. La D'accord. deuxième, c'est que c'est Donc, on est tout à fait d'accord avec ton argument souveraineté. C'est certain. Souveraineté, confidentialité des données, ça, je l'entends très très bien. Ok, d'accord. Ouais. OK. Et bah, du coup, Mais, alors, mais ok, et très bon point. Et je sais que ça, il y a plein non, mais de boîtes que ça arrêterait, et voilà. Mais je te parle plus sur, tu vois, la compétence, on va dire, dans la réponse. oui, complètement. Non, non, mais voilà. Et ben, cet argument est très masqué. Sur la compétence, en fait, Claude, OpenAI, tout ça, c'est juste, je mets des guillemets, juste la brique modèle. Donc en fait, c'est la brique où on lui fournit une entrée et il nous renvoie une réponse. Potentiellement, on peut ajouter des documents en contexte, mais Hmm. ça s'arrête là. C'est là la limite de ces modèles-là. Et là où nous, il y a deux choses qu'on va faire, c'est qu'on va proposer, en fait, on va pas proposer juste un modèle, on propose des outils. Donc ces outils, ils sont pensés pour simplifier l'usage du client. Et excuse-moi, je réponds de manière pas très ordonnée, mais la réponse en une phrase, c'est une réponse produit. Euh, et donc cette réponse produit, elle va être sur la simplicité de ce qu'on propose. Donc on va avoir un outil, par exemple, un outil qui fait une chronologie des faits. Euh, on Ah va oui, avoir un outil oui, qui oui, fait d'accord. Mhm. on va avoir un outil qui fait l'audit RSE. Donc, il y a une différence produit de ce point de vue-là dans l'intégration dans le workflow de travail des avocats. Donc, par exemple, Par rapport à leurs donc vous d'accord, donc vous préparez, vous travaillez un petit peu sur le besoin, les cas d'usage qui peuvent revenir pour un peu les préparer quoi, pour les clients. Mmh, d'accord. exactement. Et en fait, ces cas d'usage-là, c'est pas juste un appel à un modèle, c'est plusieurs appels au modèle. En fait, c'est ce qu'on appelle des workflows agentiques, communément maintenant, avec plusieurs appels, des itérations, etc. Et une intégration produit qui va être poussée. Donc, il y a à la fois sur un côté purement capacité de l'outil. Donc, on a par exemple un méta-outil qui s'appelle la grille d'analyse. La grille d'analyse, ça permet de poser X questions sur Y documents. Et en fait, on parallélise cette technologie de réponse sourcée fiable à du coup plein de questions sur plein de documents. Et en fait, ça, ce méta-outil, il y a plein de cas d'application derrière. Faire une fiche société, en fait, on peut faire des sets de questions préenregistrées. Et ces sets de questions vont permettre de répondre à des cas d'usage, par exemple, je sais pas, donc faire une fiche société, faire un audit, plein de types d'audits, un audit de droit corpo, faire un audit de bail, faire une chronologie des faits. En fait, tout ça, ça peut se formaliser comme une liste de questions sur une liste de documents. Et, euh, et donc, en fait, voilà, avec ce genre de méta-outil, on peut le transformer et passer du comment au pourquoi. Et donc, avoir des outils qui vont être du clic-bouton très simple pour l'utilisateur, où il arrive,
il est en droit des sociétés, il a un outil d'analyse de bail de copro, etc. Et il peut juste cliquer dessus. Mmh. Ça, c'est une partie de la OK. réponse. Et ouais. Je comprends bien Stéphane. C'est fondamental. Je comp et ça, je pense que ça a un rôle hyper important pour, aider vos clients. J'imagine que je crois avoir vu sur votre site, sur la solution, que aussi, bah, c'est une possibilité de se plugger à la donnée client aussi, peut-être plus facilement? Ouais. Mmh. Alors, ça, il y a un vrai enjeu d'être directement, donc de réduire, en fait, de réduire toutes les frictions possibles. Et donc du coup, de réduire la friction, d'upload de la donnée de la part du client pour se connecter à sa base de données. Parce que C'est quelqu'un qui aurait Claude ou ChatGPT comme ça, enfin, en effet, à la base, il n'est pas sur sa donnée, on va dire. exactement. Ouais, tout à fait. Et donc c'est un Donc vrai ça veut enjeu. dire quoi? Ça veut dire se connecter, par exemple, à c'est quoi? C'est un SharePoint, un Drive? Ils ont quoi, Alors, vos clients, comme type de... donc il y a plusieurs typologies de ce qu'on appelle des GED, donc c'est des outils de gestion d'espace documentaire. Bien Il y a sûr. SharePoint, OneDrive, où ensuite il y a pas mal de iManage et Cecib, qui sont des logiciels spécialisés Ouais. très utilisés par les cabinets d'avocats. Et donc ça, vous vous branchez à ça, en fait, de C'est des intégrations sur lesquelles on travaille. OK. Certaines sont déjà opérationnelles et d'autres sont en cours. Mmh. Et alors, attends, et excuse-moi, et le RAG par rapport à ça, est-ce que c'est lié ou pas? Le RAG, du coup, il y a cette partie de récupération des extraits Ouais. pertinents parmi des documents. Et donc la question, c'est bah, cette recherche de documents, sur quel corpus de documents elle porte. Et donc c'est Mmh. intimement lié parce que une des frictions d'une technologie RAG, c'est le fait de mettre la donnée à disposition de cet outil de recherche Bien d'extraits sûr. pertinents. Mmh. Donc il y a un travail pour réduire cette friction-là. OK, je comprends bien. Donc toi, Stéphane, ta question, c'est, tu sais, on parle très souvent et beaucoup, beaucoup dans ce podcast de, Edge AI, d'une IA qui est capable de faire, aussi bien que l'être humain n'importe quelle tâche, ou, je disais dans l'épisode précédent, 80 des tâches. Hem, Tu te dis qu'un Claude ou un ChatGPT, en fait, bah, peu importe à quel point ils sont puissants, intelligents, ils seront pas aussi, ils arriveront jamais à être aussi utiles qu'une solution comme Gemini, par rapport aux forces que tu viens de présenter sur, alors la souveraineté, mais sur ensuite, la capacité de se connecter à la donnée, et des prompts, et des workflows agentiques, existants? En fait, c'est pas une compétition, au sens où nous, les modèles, ils font partie de notre solution. Parce que, comme je disais au début, Tout c'est à une des fait, briques. tout à fait, Et, d'accord. et donc, en fait, c'est une course en avant où nous, on est toujours un, voire deux pas en avant parce que Oui, on anticipe les développements produits, on anticipe le fait que, bah, ok, en fait, la capacité du modèle, elle augmente. Et donc, dans un petit coup, elle augmente, bah, c'est quoi les verrous qu'il faut qu'on débloque pour qu'une fois qu'elle a augmenté, on puisse utiliser son potentiel maximal. Ok, et ben on va mettre en place, c'est par oui. exemple des connecteurs de données, on va mettre en place la capacité d'éditer un document, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est des D'accord, capacités. vous surfez sur les modèles, en fait, vous êtes par-dessus, d'accord. Exactement. Ah ouais, d'accord. Et ça vous met en avance, d'accord, je comprends aussi, quoi qu'il arrive, par rapport au développement des capacités du modèle, quoi. Mmh. Ouais, et ça a été un apprentissage qu'on a fait, alors je dirais pas dans la douleur, mais au début, il y a des choses qu'on a voulu faire nous-mêmes. Et en fait, on s'est rendu compte que il fallait être pragmatique. Il y a un sens de l'histoire avec par exemple des modèles qui avancent et à un moment, on travaillait sur le fine-tuning de modèles d'embedding pour avoir un modèle d'embedding qui était très spécialisé, meilleur, etc. On y alloue du temps et on avait effectivement un modèle qui était state of the art, qui dépassait ce qui se faisait. Et 2 semaines après, il y a les modèles BGE, donc c'est des modèles d'embedding chinois excellents, qui sortent et qui battaient à plat de couture tous les autres modèles, le nôtre y compris, en étant généraliste. Et c'était un Waouh! peu la réalisation de se dire, OK, bon, il y a des choses sur lesquelles on est les meilleurs, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on construise la voile qui permet de prendre le vent. Ouais. Ça sert à rien d'essayer de souffler nous-mêmes dans la voile parce qu'on la fera pas avancer plus vite. La métaphore est moyenne. Mais toujours est-il, l'idée était de se dire, OK, bah, dans la priorisation de nos choix produits et de nos choix de recherche, il y a des sujets sur lesquels on pense qu'on a une carte à jouer, d'autres sur lesquels il faut qu'on optimise. Euh, Ah ouais, je comprends bien. Il y a un exemple qui était très connu au tout début, hein, qui était celui de Bloomberg GPT. ouais, Donc Bloomberg, hein, qui avait dépensé 300 millions de dollars pour, entraîner, son propre modèle, et en fait, ben,
quand GPT-4 est sorti, il était meilleur que Bloomberg GPT sur des questions financières sur lesquelles ils étaient censés avoir un edge ou un gros avantage, quoi. Hein, c'est un peu C'est comme ce exa que tu nous décris. c'est exactement ça. Merci beaucoup Stéphane. Et donc tu me disais aussi, hein, vous n'êtes pas responsable en cas d'erreur de l'IA. C'est une position que vous choisissez qui est, je pense, qui est importante parce que ça laisse en tout cas une responsabilité. Ça responsabilise peut-être l'avocat ou le juriste qui fait appel à votre solution. Parce que Ouais, de la même manière, hein, on avait entendu des histoires il y a quelques mois, et il y en a tout le temps, d'avocats qui avaient utilisé ChatGPT et qui s'était pointé au procès avec ChatGPT qui avait inventé des jurisprudences. Tu dois la connaître, celle-là, cher ouais, Stéphane. ouais, Euh, et en tout cas, ben, vous mettez de l'autre côté par rapport à ça. Ouais. exactement. Hem Et en fait, alors là, sur cet exemple en particulier, c'est un biais très fort des modèles qui produisent du texte vraisemblable et en fait, du coup, qui font des citations de jurisprudence qui sont vraiment vraisemblables, mais qui n'existent pas. Et les modèles continuent à faire ça. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Et donc, du coup, ouais, nous, on n'est pas responsable, mais évidemment que si on renvoie des réponses qui sont pas fiables, qui sont trop peu fiables, bah, l'avocat arrêtera de s'en servir. Donc même si Ouais, on n'est tout pas à fait. directement responsable, il y a un vrai enjeu de mettre tous les efforts possibles sur vérifier ce qu'on renvoie et la vérificabilité facile par l'utilisateur, par le juriste, par l'avocat, parce que lui, l'idée, c'est de lui faire gagner le maximum de temps possible. Bien sûr. C'est très clair. Je pense que de toute façon, on est encore dans un apprentissage sur la fiabilité de l'information. Euh, c'est un apprentissage général. On est 3 ans après, mais il faut encore se souvenir qu'il y a une relecture systématique. Il faut former les gens là-dessus, relecture systématique, faire appel à notre intelligence humaine. On ne peut pas envoyer quelque chose aujourd'hui à quelqu'un qui est généré par l'IA directement, que ce soit un client, un collègue, un ami. Il faut toujours relire, toujours vérifier. Ouais. Ouais, exactement. Non, il faut. Et donc ça, c'est des enjeux. En fait, on continue dans ces enjeux produits que je mentionnais précédemment. C'est intrinsèque à la manière dont on consomme notre produit. Et d'ailleurs, pour faire un petit parallèle avec ce que tu disais sur Harvey au tout début de notre entretien, Harvey, ils ont une approche qui est très top-down, si je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont une IA qu'ils vendent comme totipotente. Donc, on peut lui demander un petit peu n'importe quoi et l'IA sera censée savoir le faire. Là où nous, on Hmm. a cette approche qui est beaucoup plus par cas d'usage. Bien sûr. Et en fait, ça crée, c'est des approches qui sont différentes et qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il y en a une qui, du coup, ouvre plus le champ des possibles et plus exaltante, mais au risque d'être déceptive. Et c'est ce qui est passé et c'est ce qui continue malheureusement de se passer de temps en temps. Parce qu'en fait, bah, l'IA de facto ne sait pas tout faire. Là où Ouais. nous, on a des cas d'usage qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup mieux évalués et qui fonctionnent vraiment, mais qui sont moins. Bah, du coup, c'est plus focalisé cas d'usage plutôt que de dire Ouais. c'est possible. Nous, on dit voilà, nous, ce qui est possible, Hmm. à faible rajouter. Ah bah écoute, merci Stéphane. J'allais te demander de nous faire un petit panorama du marché, justement. Donc c'est parfait. Harvey, c'est 5 milliards de valorisation, 75 milliards d'ARR, 75 Exact. millions d'ARR, de dollars. Ouais, Et c'est un des premiers acteurs, en effet, à avoir utilisé OpenAI au début. Après, il y a ouais, aussi ben, des Thomson Reuters dont on parle. On parle très souvent de LexisNexis. ouais, Euh, et après, en France, on connaît aussi Doctrine. ouais. Donc, Hervé, tu nous as expliqué un petit peu. Est-ce que tu peux me présenter un peu les autres acteurs, le marché? Parce que on entend ces noms, tu vois, et j'entends Gemini aussi. Hein, et attention, et justement, on est là pour vous Bien mettre en sûr. avant. Mais en vrai, comme ça, moi, tu vois, je ne suis pas vraiment capable de différencier les solutions, les acteurs. Donc, ça serait Ouais. super. En fait, il y a pas mal, il y a des typologies d'acteurs qui sont très différents. Si je commence par la plus ancienne, finalement, c'est les éditeurs juridiques. Donc les Thomson Hmm, Reuters, les LexisNexis, les Dalloz. Donc eux, à la base, ils vendent de l'information juridique. Donc une donnée qu'on appelle la doctrine, c'est une sorte d'explication de la loi, de commentaire de la loi par des ouais, professeurs, par des avocats, etc. Et donc c'est des outils de recherche juridique qui sont des bases documentaires d'une richesse incroyable et ils sont spécialisés sur la recherche juridique. Et ils rajoutent des briques d'IA sur cette solution-là, des briques d'IA un petit peu exogènes pour bah, essayer on va dire, saupoudrer d'une couche d'IA une base de données qui est déjà très ouais. pertinente.
Et quand je dis saupoudrer, il y a des use cases plus ou moins avancés. Et en fait, ils se déplacent peu à peu sur les use cases de productivité, mais avec ce socle qui est la recherche juridique. Ensuite, il y a des acteurs un petit peu hybrides comme Doctrine. Doctrine, c'était un Ouais. moteur de recherche juridique spécialisé sur la donnée open source. Donc, il s'appelle Doctrine, mais ils n'ont pas que Doctrine. Ils ont justement de la loi et la jurisprudence. Et voilà. Et donc, eux, c'est une legal tech. Attends, redis-moi, Stéphane, tu m'as dit, désolé, hein, Doctrine, c'était un moteur de recherche sur la doctrine juridique, c'est Non, ça? justement, Ah non, pardon. en fait, il y a trois couches de données. Il y a la loi, il y a l'explication de la loi qui est la doctrine, et la jurisprudence qui est tous les précédents, tous les jugements rendus, les décisions de justice rendues. Et D'accord, en fait, merci, la merci. loi, c'est une donnée qui est publique, open Oui, source. La jurisprudence, c'est une donnée qui est en train d'être open sourcée, mais qui ne l'est que partiellement. Et mhm, la doctrine, en revanche, c'est une donnée privée et qui vaut très cher. Parce que c'est du commentaire fait par des professeurs, fait par des avocats, fait par des spécialistes du droit de la loi. d'accord, Et c'est ce que commercialisent les éditeurs juridiques. très Et, bien, et- merci. et il y a une société qui s'appelle Doctrine, Oui, qui, de manière un petit peu ironique, ne commercialise pas de la doctrine, mais un moteur de recherche sur ces deux autres couches de données qui sont open source, donc à savoir la loi et la jurisprudence. Et donc voilà, et donc eux, c'est une legal tech qui donc, a développé un moteur de recherche qui fonctionne très bien et qui rajoute depuis maintenant 1 ou 2 ans des features d'IA plus de productivité, donc qui se décalent sur le marché de la productivité. En rajoutant, ils ont notamment sorti un outil qui s'appelle Doctrine Flow, qui sert à faire de la productivité pour le contentieux. Et, euh, d'accord, d'accord. et ensuite, il y a des acteurs qui sont très AI native et même Gen AI native, si j'ose dire, qui sont la vague d'acteurs qui se sont lancés au moment de ChatGPT. Donc, on est plusieurs. Comme Euh, vous, exactement, super. Mhm. et ensuite, donc, il y a nous, il y a des Suédois qui s'appellent Legora, il y a d'autres sociétés en France, une qui s'appelle Ordali, une qui s'appelle Haiku. Enfin, il y a, voilà. Ensuite, il y a de nombreux acteurs et qui sont vraiment cette vague euh, Gen AI native et donc Oui, très orientée productivité. Euh, et à l'inverse, pour qui la recherche juridique est un des pans, mais n'est pas le pan central. Et en revanche, qui met tous les efforts sur le gain de productivité. Voilà. d'accord, c'est bon, je commence à comprendre, mais quand on est extérieur, c'est pas évident. Donc, mais Non, non, pas merci du tout. beaucoup de Ouais. nous partager ça, Stéphane. Euh, et donc, et LexisNexis, Ouais, dont on parle souvent, là pour le coup, c'est un éditeur juridique à exactement. la base. Et donc, eux, ce qu'ils vont proposer, ils vont proposer la même chose que Doctrine à la base. Ils vont proposer l'accès à leurs informations Sauf que, avec de l'IA, quoi. Voilà. ouais, sauf que l'énorme différence entre les deux, c'est que LexisNexis possède un gros fond doctrinal. Donc cette donnée qui leur est propre, qui est c'est du commentaire de la loi, de l'expression de la loi, et en fait qui est la donnée à très très haute valeur ajoutée. Euh, Hmm, Là où Doctrine ne possède pas de doctrine et donc ne possède que de la donnée open source, relativement d'accord. open source. Ils ont des données de jurisprudence qui ne sont pas open source, mais Doctrine ont un très bon moteur de recherche sur cette donnée open source. Hmm, Et Lexis, par ailleurs, développe Lexis AI, qui est un module qui aide à faire de la productivité, mais surtout, enfin, je sais pas, qui notamment est très intégré avec ce moteur de recherche juridique et donc qui permet d'interroger efficacement ce fond doctrinal et cette base de données juridiques dont il dispose. très bien. Et est-ce que vous, dans ce cas-là, et est-ce que vous incorporez la loi et la jurisprudence et ça, vous vous pluguez à ça, enfin, vous avez intégré ça sur vos modèles. Ouais, on Et a développé. de la doctrine aussi ou pas, justement, alors Alors, est-ce que vous... la doctrine open source, Mhm. qui est D'accord, extrêmement mondiale, ok. essentiellement, c'est la doctrine fiscale, le BOFIP, qui est la doctrine de D'accord. l'administration fiscale qui est open source. Mais sinon, voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation, pour ce panel. C'est super intéressant. Ok, d'accord. Mais donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les éditeurs, les éditeurs historiques, ils ont intérêt à intégrer de l'IA, sinon ils risquent d'être un petit peu dépassés, quoi. Par exemple, pour un Dalloz, c'est quelque chose Exactement. de fondamental. Ouais. Et ils sortent des outils. Dalloz a sorti un outil qui s'appelle Génial,
Du coup, Lexis AI a sorti un assistant qui s'appelle Protégé. Donc, chacun sorte des outils et souvent qui sont particulièrement pertinents sur leur spécialité, à savoir la recherche juridique, parce qu'ils Ouais, capitalisent ouais. sur le travail de nombreuses années et de grosses équipes. Et donc, mais ce qui veut dire qu'un GID, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, peut Ouais. tout à fait avoir, alors ça a un coût, mais peut avoir un Gemini d'un côté et Doctrine de l'autre côté, quoi. Enfin, deux abonnements pour ses collaborateurs, quoi, par exemple. Ouais, ouais. Complètement, complètement. Hmm. Et après, c'est des questions de, ouais. Après, c'est des questions de coût et de gains de performance. Et sachant que grâce aux récentes avancées en IA générative, il y a beaucoup de cartes en termes de performance et de manière de faire de la recherche qui sont rebattues. Euh, et voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Petite question, donc tu dois quand même fréquenter, et avec Raphaël, maintenant, et j'ai compris que c'est comme ça que vous avez construit le produit aussi, des avocats, des cabinets d'avocats. Ouais. J'aimerais avoir un peu ta vision aussi sur le marché de l'emploi par rapport à ça. C'est-à-dire, ben, tu sais, on se dit aujourd'hui avec ces outils d'IA générative, dans le monde des cabinets de conseil ou la finance, le paradigme qui était le junior, il produit, il passe ses nuits blanches, tu sais, à faire de l'Excel et du PowerPoint. Et, euh, il travaille comme un dingo, et en fait, il va montrer ça à son senior qui valide, qui lui dit go ou recommence, etc. Ce monde, on a l'impression qu'il est un peu en train de changer. En tout cas, sur les métiers du conseil et de la finance, moi, je l'observe. Dans le Complètement. droit, par rapport à ce que tu me présentes, avec vos outils de productivité, avec rien qui est des gains de productivité de 20 à 30%, de 20 à 30%, un avocat senior dans un cabinet peut certainement faire beaucoup plus facilement une grande partie du travail, avoir moins besoin de juniors. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens? Une question que ces partnerships, ces cabinets d'avocats se posent un petit peu pour la construction de leur pyramide, tu vois? Alors, ouais, c'est un vrai enjeu, ça. La manière dont moi je le vois, c'est plutôt que il y a plutôt un manque d'avocats. Il y a beaucoup, beaucoup de dossiers, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc c'est plutôt dans l'autre sens, au sens que ça va permettre de prendre plus de dossiers, qu'on va avoir besoin de moins de personnes. Hmm. En revanche, il y a un vrai enjeu de accompagner ce changement. Donc, c'est des choses qui ont déjà eu lieu dans le passé. Si je prends le monde de l'avocature, en fait, la recherche Internet et la recherche en ligne a chamboulé la manière de faire de la recherche juridique. Parce qu'avant, en fait, on allait dans des gros bouquins de droit, des grosses annales de droit, on Ouais, lisait et en fait, c'est une manière de se former parce que bah, quand on cherchait le bon article, la bonne décision, mécaniquement, on en parcourait d'autres. Et donc, on lisait, on enrichissait notre approche de la recherche juridique. Et au moment où il y a eu ce changement vers la recherche en ligne, une partie des partenaires, des anciens partenaires à l'époque, étaient là, mais attendez, on ne va plus savoir, les gens ne seront plus formés correctement, ne sauront plus faire de droit. Finalement, en fait, les usages ont évolué. On a alloué moins de temps à faire ça et plus de temps à faire d'autres tâches. Et je pense qu'on est encore dans une phase de transformation où, en fait, il y a des tâches qui vont aller de plus en plus vite. Et notamment, le fait d'éplucher des contrats pour trouver le montant du salaire ne sont pas des tâches qui sont particulièrement des tâches de formation. Et en revanche, les avocats se formeront peut-être plus à l'accompagnement, à la stratégie, à d'autres ah, oui. tâches à plus haute valeur ajoutée. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il va y avoir une évolution majeure de la manière dont on fait du droit. Et Ouais, même si le fondement et de la réflexion sera toujours là, je pense qu'on va vers plus de temps alloué à la réflexion bien et sûr. moins de temps alloué à ces tâches fastidieuses. Ouais, non, mais tu vois, Stéphane, ça me semble assez évident, parce que quand je t'écoute me parler de ça, je me dis en fait, ça me fait penser, tu sais, aux médecins. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tout le monde a un médecin dans la poche. Ouais, Et tout le monde, il faut faire passer le message. C'est important de l'utiliser, surtout en tant que deuxième avis. En tout cas, ouais, complètement. il faut continuer à à avoir l'avis d'un professionnel, en particulier quand on parle de sa santé. Mais je suis persuadé, et d'ailleurs je m'en sers, moi, tu vois, ça veut dire que tu vas avoir plein de particuliers, plein de personnes qui vont se retrouver à devoir travailler sur un contrat pour acheter un appart, pour vendre une boîte, leurs opérations courantes. Et c'est sûr que ces personnes-là, ils n'auront pas forcément Gemini, mais ils vont utiliser le chat GPT, Claude, pour se faire un avis, tu vois, et avoir un peu un pseudo-avocat in the pocket, accessible quasiment gratuitement. Ouais, Et ça, je pense que c'est hyper important, parce que ça veut dire que il y en a qui vont réussir à trouver leur réponse de cette manière-là,
et il y en a d'autres qui trouveront peut-être pas toutes les réponses ou le sujet sera trop important. Et dans ce cas-là, ils iront voir un avocat, mais quand même, ils arriveront avec un certain bagage. Ils seront certainement bien mieux informés qu'avant, tu vois. Euh, oui, Ouais. et en fait, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce qu'un des gros problèmes en France actuellement, c'est le non-recours au droit. En fait, c'est très fréquent que les gens ne fassent pas valoir leurs droits ou soient découragés par en fait, Bien ce sûr. mur psychologique Ouais. et financier d'ailleurs du fait de recourir au service d'un avocat. Et en fait, s'il y a finalement, pour moi, je vois ça plutôt comme un vecteur d'éducation et un vecteur pour dire aux gens, et c'est d'ailleurs un peu la posture qu'ont les IA généralistes actuellement. Quand on leur pose des questions spécialisées, elles leur recommandent de se tourner vers un professionnel. Mais c'est assez différent de se poser la question, de se dire est-ce que je suis dans mon bon droit et qu'il y a. En fait, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont dans leur bon droit et même pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors que si on leur dit bah oui, tournez-vous vers un avocat, dans ce cas-là, vous êtes dans votre bon droit et pour vous aider à faire valoir vos droits, et ben en fait, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus souhaitable. Et si de l'autre côté, traiter le dossier ne prend plus que, je grossis le trait, 10 minutes au lieu de 2 heures, et ben en fait, le coût du dossier va aussi mécaniquement baisser. Et donc, en fait, on va avoir une prestation qui va être plus abordable. Mais en fait, tu vois, mais c'est fascinant. En vrai, je pense qu'on aurait pu faire un épisode sur ce sujet-là. C'est sûr que depuis ChatGPT, il y a jamais eu autant de gens, tu sais, qui avant se disaient, tiens, je vais pas me retourner contre tel service client de telle boîte parce que je sais pas faire, ça va me coûter de l'argent d'avoir un avocat, je sais pas comment faire et tout ça. Et aujourd'hui, ils le font. Et de l'autre côté, après, tu as raison, je vois très bien que ChatGPT, Claude et tout ça peuvent te dire en bout de chaîne, et ensuite, bah, va consulter un avocat pour aller plus loin. Et ça confirme ce que tu me disais, qu'au final, bah, il va y avoir de plus en plus de travail, d'une certaine manière, pour les avocats. Et peut-être à un autre niveau, plus raisonnement, stratégie. Mais je serais curieux, tu vois, je ne sais pas s'il y a des chiffres qui existent là-dessus. Je suis sûr que, autant on peut parler de l'IA, de l'impact de l'IA sur l'emploi des développeurs, des professions du service client et des jeunes en particulier, mais le nombre, tu sais, de dossiers juridiques ouverts en plus depuis ChatGPT ou de personnes qui ont recouru au droit, comme tu le disais tout à l'heure, et qui n'y recouraient pas avant, ça doit être assez barjot, je pense. Oui, alors j'ai pas de chiffres, mais oui, je pense complètement, ouais. Et, Ouais. et après, il y a aussi cette responsabilité qu'a l'avocat et qui n'a pas le modèle, qui est la responsabilité, il a une responsabilité vis-à-vis de son client, une responsabilité légale de bien le conseiller et de ne pas halluciner et de lui conseiller quelque chose de fiable. Et c'est aussi quand on engage Mmh. un recours en justice, bah, on ne peut pas l'engager sur quelque chose de bancal, il faut l'engager avec un avis éclairé. Et donc c'est pour ça que pour moi, je vois vraiment ça comme une amélioration du respect du droit en France, parce que Mmh. meilleure éducation. Écoute, ça c'est quand même très 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 positif. Merci Stéphane, je suis content qu'on en arrive là. C'est super cool. Petite question sur le rôle de l'open source sur l'IA, Mistral, la souveraineté. Tu me l'as pointé tout à l'heure un petit peu en fer de lance avec Scaleway notamment. Vous utilisez des modèles open source et des modèles et Mistral potentiellement? Alors nous, on se sert en grande partie des modèles de Mistral. On a commencé à vrai dire par des modèles open source et on a arrêté de s'en servir parce que c'est extrêmement compliqué. En fait, les modèles open source, ils sont beaucoup moins bons Ouais. parce que plus petits, parce que moins bons, parce que les développeurs de modèles d'IA gardent propriétaires évidemment leurs meilleurs modèles. Il y a en fait, le principal problème, c'est un enjeu d'échelle. C'est-à-dire que quand on est un LLM provider, donc quelqu'un qui fournit par API des services d'IA, on peut mutualiser en fait sur des GPU les requêtes de millions d'utilisateurs. Et donc on a des gains en latence, on a des gains en coût qui sont immenses. Là où en fait c'est un coût qui est insoutenable pour une entreprise comme la nôtre de louer les GPU qu'il faudrait pour faire tourner un modèle relativement rapidement. En fait, avec les modèles open source, c'était très lent, de piètre qualité et extrêmement cher. Extrêmement cher. C'était de l'ordre de peut-être, je sais pas, 10 fois, 15 fois plus cher que ce qu'on paie actuellement. Waouh. Euh, Hmm. Parce qu'en fait, louer les GPU, c'est des milliers et des milliers d'euros par mois. Louer Hmm. des H200 et compagnie. Ah Donc, ouais, ouais. voilà. Donc du coup, en fait, on a arrêté et on est passé sur des modèles par API. Ah oui, d'accord. Sur des modèles, Par API. excuse-moi, par API, pardon, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Stéphane. Ok, trop bien. Euh,
petite, merci pour tout. Pour finir, je sais pas si tu as vu, mais en ce moment, il y a des trucs un truc quelque chose de très intéressant et je pense que tu n'as pas pu louper ça. Heu, j'ai Sam Altman en parlait, c'est un petit peu l'IA et la science. Et toi, avec ton expertise un petit peu sur la biologie, en tout cas tes premiers amours sur l'IA, bah, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a cette semaine, tu as Gemma, donc le modèle de Google, de Gemini, qui a permis de trouver, en tout cas, des pistes pour une nouvelle thérapie contre le cancer. On a un autre modèle de Google qui permet de travailler sur la stabilisation du plasma pour la fusion nucléaire. Ouais. On a eu Terence Tao, donc le plus grand mathématicien contemporain peut-être, qui a dit qu'il avait réussi à avancer sur la résolution d'un théorème avec l'IA. Euh, il se passe des choses. On a l'impression que ça pop, que c'est des petits soubresauts. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? Et est-ce que tu penses que ça va s'accélérer? Ouais, moi je suis assez convaincu qu'on va aller vers une accélération de ces domaines-là. D'ailleurs, dans les innovations sympas, je sais pas si tu as vu passer Dolphin Gemma. Alors, ça doit avoir Ah bientôt. non, 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 vas-y, à C'est fond. assez marrant. Ils ont entraîné un modèle pour communiquer avec les dauphins. Euh, donc, bref, c'est dans les innovations scientifiques. Et Ah pour. non, mais tu sais, ça j'avais c'était Valentin Schmitt, un copain qui était passé sur mon podcast, qui m'avait dit, on arrivera certainement avant au dog mode, avant d'arriver au god mode Ouais, de l'IA. Parce qu'il voulait dire réussir à interagir avec l'animal, avec le chien ou avec l'animal. ouais, Donc ton Dolphin GPT ou Gemma, je comprends ouais. très bien. Ouais, 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 bien sûr. Euh, Fascinant. donc voilà, non. Oui, moi je suis très convaincu que ça va permettre d'accélérer les découvertes scientifiques. Euh, Tu as peut-être vu les travaux le papier de Dario Amodei d'Anthropic, Machine of Loving Grace, où il te dit, enfin, en tout cas, et lui, c'est un ancien biologiste aussi, hein, Dario, et il te dit qu'on pourrait avoir donc en 10 ans l'équivalent de 100 ans de progrès scientifique grâce à l'IA, tu vois, enfin, Ah quelque chose mais comme moi, ça. je suis radicalement convaincu. En fait, il y a plein. Bah, si je repars de mon expérience perso, quand j'étais en thèse, du coup sur le micro intestinal, les, les méthodes, euh, les méthodes qui étaient utilisées en analyse de données étaient assez en arrière par rapport aux méthodes qui étaient à la pointe en IA. Et ce qui est normal parce que les gens travaillent sur leur domaine, mais il y a rien qu'en faisant les niveaux et en faisant se parler les récentes avancées d'un domaine avec celles d'un autre, et ben, on peut arriver à des découvertes et à une bien meilleure compréhension que ce qu'on a déjà. Donc en fait, il y a très clairement d'immenses gains à aller chercher. Et en fait, ce midi, j'étais à un déjeuner avec où la conversation était autour du active learning et du lab in the loop, notamment en biologie. Et, euh, et l'idée était de se dire qu'en fait, les modèles d'IA permettent d'explorer, par exemple, des molécules à visée thérapeutique qu'on va vouloir utiliser ensuite. Ils permettent de Hmm. suggérer les candidats les plus pertinents à tester. Ensuite, on les fait tester. Et en fait, on gagne déjà du temps. Au lieu de tester un peu à l'aveugle, on oriente nos choix parce que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Ensuite, on fait les tests. On a le retour sur expérience et on optimise en fait l'exploration des possibles. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, pour moi, et c'est un exemple parmi plein, genre, pour moi, on prend n'importe quel domaine, ça va radicalement accélérer la recherche. Et je suis complètement d'accord avec ce constat-là. Et c'est ce que j'observe même à titre personnel sur des problématiques techniques où bah, l'IA m'aide énormément et m'aide à comprendre des choses que j'avais pas comprises. Bien sûr. Ouais, donc bah, c'est fascinant. Merci de nous partager ta vision à ce niveau-là, Stéphane. Pour ce qui est de AGI, intelligence artificielle générale, super intelligence, c'est des sujets qui sont liés à ce qu'on vient de dire, mais ça te parle, ces deux notions? Oui, euh, oui, c'est des sujets qui sont épineux au sens où j'ai l'impression que personne n'a exactement la même définition C'est et j'ai vrai, c'est pas vrai. forcément de bonne définition à proposer. Il y a une phrase que j'aimais bien, et alors je ne saurais plus dire exactement l'original, mais l'idée était à partir du moment où on se demande si on est à AGI, c'est qu'on est à AGI. Bien Et, euh, sûr. et pour moi, si on n'y est pas, on n'en est pas loin. En tout cas, les modèles sont capables de faire moult tâches que je serais incapable, que je suis incapable de faire. Et en fait, ça fait déjà un bout de temps. Euh, donc,
Et en Moi, fait, je crois que tu vois, t'as raison sur cette phrase. Je vois, elle est super intéressante. Si on se demande, c'est qu'on y est. Et je pense qu'en fait, après, quand on n'en parle plus, c'est que voilà, c'est qu'on est passé de l'autre côté. Tu vois, et- le test de Turing, j'en parlais, le test de Turing, on l'a passé, on n'en parle absolument pas. Enfin, tu vois, ouais, on n'en parle plus du tout. Enfin, ouais. exactement. Donc pour moi, on est déjà, enfin ouais. Alors après, on peut toujours trouver des effets de bord, des cas particuliers qui fonctionnent pas. Et puis évidemment, on sait que les modèles, il y a encore des choses avec lesquelles bah, on n'a pas encore de world model satisfaisant. Enfin, il y a plein de choses où on n'y est pas encore. Mais sur les capacités de réflexion des derniers modèles de raisonnement, c'est absolument, euh, c'est absolument sidérant, je trouve. Et, euh, et alors, je ne suis pas dans les secrets des laboratoires, mais ce qu'on entend quand même, c'est que c'est beaucoup de données synthétiques, d'entraînement par données synthétiques, c'est-à-dire des modèles qui génèrent de la donnée, qui s'auto-améliorent sur la donnée-là. En fait, ils génèrent des raisonnements, ils critiquent les raisonnements qu'ils ont générés pour élaguer les mauvais raisonnements, et ensuite ils s'entraînent sur ces raisonnements valides. Et c'est comme un grimpeur qui escalade pas à pas, mais qui escalade tout seul. Il n'a pas besoin d'être tracté par une chaîne ou quoi que ce soit. Il monte tout seul. Et a priori, on n'a pas encore atteint de palier on n'a pas encore atteint de palier avec cette approche d'entraînement. Et en fait, et on a encore des réservoirs de données sous-exploitées assez conséquents. Alors, on atteint bientôt la limite de la donnée textuelle parce que on l'a utilisé, mais, euh, mais on a ensuite tout ce qui est de la vidéo, et c'est un peu l'enjeu des world models actuellement. C'est de se dire, si on arrive à ce que les modèles aient une compréhension un peu intuitive de comment fonctionne la physique du monde, comme en fait un humain apprend, ou un être vivant de manière globale apprend, si on arrive à injecter ce savoir-là en plus de la donnée textuelle, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait un plafond de verre à un moment. Bien sûr, Stéphane. Tu as raison sur cette multimodalité. J'en parlais avec un ami récemment. Sora 2, l'application, on a tous été bluffés. Big Bang créatif. Euh, Moi, j'ai généré des vidéos dans tous les sens, dans toutes les situations pour m'amuser. Je trouve ça fou ce que ça peut faire. Et ce qui est assez marrant, c'est que on a très peu parlé de Sora 2 en tant que si Sora 2 existe, c'est que OpenAI met en place un world model que, grosso modo, pour pouvoir créer toutes ces vidéos, en fait, ça veut dire qu'ils ont des modèles qui fonctionnent extrêmement bien sur la compréhension du monde. Ouais. Ce world model et potentiellement donc même se dire que le monde peut être une simulation quoi avec Sora 2. Et je trouve que c'est marrant, tu vois, on n'en a pas du tout parlé au moment de la sortie. Non, bah pas du tout. Non, non, c'est clair. Et c'est des sujets qui sont méga d'actualité. Mm. Et, euh, et c'est Yann Lequin qui en parle beaucoup, qui a toujours comment dire, sa conception sur les architectures des modèles, où il pense que les architectures type LLM sont pas capables, type transformer, sont pas capables de travailler le modèle. D'autres gens tout aussi brillants qui pensent que c'est possible. Donc on sait que c'est un enjeu majeur du moment. Il y a énormément d'argent et de moyens qui sont investis, et avec des chercheurs excellents qui travaillent dessus. Et pour le coup, j'ai assez peu de doutes que si c'est pas déjà craqué dans les labs d'OpenAI ou dans les labs de Qwen, ça le sera bientôt. Super. Merci Stéphane. Bah, tu vois, on aura fait une deuxième partie d'épisode assez incroyable, passionnante pour nos utilisateurs. Donc, on J'espère. aura mixé le droit et le progrès et la recherche scientifique. Donc, un grand merci à toi. Dernière question traditionnelle, en deux mots. Un bouquin ou un film de science-fiction à nous recommander? Euh, je pense que j'ai particulièrement aimé. Je pense qu'il y a la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin qui est Bien particulière. sûr, bien sûr. Mais en science-fiction plus rêveuse et moins exotique, je pense que Le Petit Prince est un incontournable. Mais on est moins dans le scientifique et plus dans la fiction. Mais en tout cas, ça parle d'espace. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu accessible tout ce qui se passe quand même sur l'IA et le droit. Moi, ça m'a permis de comprendre un petit peu ce que vous proposiez, donc j'en suis très heureux. Donc, plaisir. Ce que le marché proposait aussi, avec ces grands noms, ces Harvey, ces Doctrine, ces LexisNexis dont on n'entend pas parler, dont on entend parler et on comprend pas trop. C'était vraiment super clair, c'était passionnant. Donc, je sais que parmi nos auditeurs, il y a plein d'avocats,
il y a plein de juristes, il y a plein de personnes qui passent du temps sur des contrats. Contactez donc Jiminy pour gagner énormément de temps. Et vous avez vu qu'ils ont une approche excellente, une approche sur la souveraineté de vos données, une approche de responsabilité. Donc félicitations pour ce que vous faites. Je pense que c'est aussi hyper important d'avoir des boîtes comme vous en France et en Europe. Je pense que c'est fondamental. Donc merci beaucoup Stéphane. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que ça plaira aux auditeurs. Merci Stéphane. Salut. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.